Bienvenue sur le podcast du Salon Paysalia. Tendances, réglementation, biodiversité, retrouvez l'actualité de la filière et ceux qui font les jardins et les paysages d'aujourd'hui et de demain. Avec Franck Prost. Bonjour à tous. Les prairies européennes ont perdu jusqu'à 70% de leurs insectes en 10 ans. Je ne voudrais pas être alarmiste, mais cette chute de la biomasse est un constat. L'ONU lance un grand programme 2021-2030. Ce sera la décennie de la restauration écologique des écosystèmes. Et si tout commençait par la revalorisation de la flore spontanée? Parlons végétal local et aujourd'hui, il existe un label, une marque nommée Végétal Local. Alors, qu'est-ce qu'une plante locale? Comment structurer une nouvelle filière? Qu'est-ce que la biodiversité? Réponse au cœur du salon Paysalia. C'était lors de la conférence Planter et semer local, le végétal s'enracine dans toute sa biodiversité. Bonjour à tous, nous allons démarrer cette conférence qui porte sur planter et semer local, le végétal s'enracine dans toute sa biodiversité. Merci à tous d'être venus assister à cette conférence. Je suis Damien Provandier, je travaille dans les conservatoires botaniques nationaux, donc plus précisément en Pyrénées-Midi-Pyrénées, et je suis animateur national de la démarche végétale locale, qui est une marque de l'Office français de la biodiversité. Et donc pour cette conférence, nous aurons donc Philippe Schroeter, qui est pépiniériste aux pépinières Osmi, qui produit du végétal local, et également Sylvie Monnier, qui travaille sur Mission Haie Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, petite introduction sur pourquoi on va parler du végétal local. Un constat qui aujourd'hui est unanime, qui est affirmé aujourd'hui par les scientifiques. Les espèces sauvages voient leurs effectifs, leur biomasse chuter énormément depuis une cinquantaine d'années, avec des chiffres qui alarment les scientifiques, mais qui alarment aussi les politiques. On parle aujourd'hui de stratégie nationale de la biodiversité. Un chiffre récent, par exemple, de 67% de la biomasse d'insectes qui s'est effondrée en 10 ans. Donc la biomasse, c'est la quantité d'insectes. Et dans les prairies, on a 70% au niveau européen qui s'est effondré en 10 ans. On connaît les causes du déclin de la biodiversité. C'est des choses qui sont reconnues par les scientifiques. La question de dégradation, destruction des habitats naturels. La question de la surexploitation. Je prenais ici l'exemple de surexploitation de forêts, notamment les forêts tropicales. Les questions de pollution, de changements globaux. Sur les pollutions, on a des questions notamment liées aux pesticides. Et puis des enjeux liés aussi aux invasions biologiques. Alors il est encore temps d'agir, hein. On n'est pas là pour faire uniquement des constats, on est là pour trouver des solutions et des possibilités d'agir. Commence cette année, l'ONU a déclaré 2021-2030 la décennie pour la restauration écologique. La restauration écologique, c'est une action qui permet de restaurer des écosystèmes sur lesquels on veut remettre de la fonctionnalité, remettre de la biodiversité. Alors, cette question de restauration des écosystèmes pose la question avec quels vivants, avec quelles graines, avec quels végétaux on va faire de la restauration d'écosystèmes. Pour forcer un peu le trait et parler des comparaisons entre les espèces domestiques et les espèces sauvages, on a pris l'exemple ici d'une espèce, un vautour. Si on doit réintroduire ou renforcer des populations de vautours dans un parc national, a priori, on ne va pas introduire des poules, ça ne serait pas forcément la cible adéquate. Si on veut travailler sur la restauration écologique d'une prairie sauvage, naturelle, après une culture, par exemple, travailler avec des espèces locales, on ne va pas forcément réintroduire des espèces horticoles qui sont plutôt à vocation ornementale et à vocation esthétique à la base. Alors ces questions de vocation des végétaux, de sélection des végétaux, c'est des choses qui se posent par rapport à la marque végétale locale. Pour des besoins d'horticulture notamment, pour des besoins esthétiques, des sélections ont été créées pour certaines espèces. On prend l'exemple ici du bleuet. Par exemple, sur le bleuet, le fait de créer des corolles multiples, c'est fait au détriment des pièces nectarifères. Eh bien, vis-à-vis des insectes, c'est ce qu'on appelle un leurre écologique. C'est-à-dire que les insectes peuvent être attirés par ce bleuet plutôt ornemental, transformé, avec des corolles multiples, mais il ne va pas forcément trouver de ressources alimentaires à l'intérieur de ces bleuets. D'autres problématiques peuvent se poser aussi vis-à-vis de certaines introductions. Là, j'ai pris l'exemple d'une fleur exotique, par exemple l'onagre, qui peut constituer un piège pour le morosphinx. C'est une publication européenne et des choses qui ont été constatées. Du coup, des espèces
local et sauvage, dans le cadre de la restauration écologique, c'est avant tout pour éviter des risques vis-à-vis de la biodiversité. Donc la biodiversité, quand on en parle, c'est un mot aujourd'hui qui n'est pas simple à comprendre. De quoi on parle? Si on reprend les notions un peu de définition, on parle de diversité des espèces, c'est ce qui est le plus connu, la biodiversité des espèces, de biodiversité génétique aussi. Alors ça, c'est moins connu, c'est ce qui fait que dans la salle, on est tous différents. On a les cheveux frisés, les yeux bleus, ou la peau bronzée, ou d'autres. En tout cas, on a une diversité génétique. Cette diversité génétique dans la nature, dans les écosystèmes, c'est aussi ce qui va permettre aux écosystèmes, à la nature de s'adapter au changement. Le fait que les espèces à l'intérieur de leur génome possèdent des génétiques différentes. On voit dans une forêt ou dans un boisement, on voit qu'il y a des dates de débourrement qui sont très différentes entre différentes espèces indigènes de la même espèce. Il peut y avoir 15 jours, 3 semaines de différence. C'est ce qui leur permet d'avoir un potentiel évolutif, notamment par rapport au changement climatique. C'est question de résilience de la biodiversité. Alors, planter une graine, planter un plant vis-à-vis de la biodiversité, c'est une responsabilité collective et individuelle. Aujourd'hui, on parle de biodiversité tissu vivant de la planète, et du coup, ces volets un peu de restauration des écosystèmes fait partie des questions de responsabilité. Par rapport au végétal local, entre 2012 et 2015, il y a un travail qui a été fait pour définir la notion de local pour les plantes sauvages. Ça a été fait avec des scientifiques, avec le croisement de cartes pédologiques, des cartes hydrologiques, des cartes des sols, qui ont permis de constituer 11 grands ensembles écologiques et 28 unités naturelles. On va retrouver les socles montagneux, on va retrouver les zones géologiques, le climat méditerranéen, du coup, c'est des régions dans lesquelles on va récolter les graines et produire les graines pour produire les plants ou les plantes herbacées pour les projets de restauration écologique. Une marque, un label, c'est ce qui a été déposé dans le cadre de Végétal Local. Il s'agit d'une marque collective dans laquelle des pépiniéristes adhèrent en présentant des espèces. C'est les espèces qui vont être marquées, des espèces qui vont être sauvages, locales, indigènes, qui du coup sont animées aussi. Cette marque, elle est animée par un réseau historique. Avec, là, on représente une partie de ce réseau. Il y a les conservatoires botaniques nationaux qui sont présents dans toutes les régions et qui, du coup, ont pour les projets justement préconiser des espèces sauvages et locales, mais n'avaient pas de garantie ou de définition de comment les récolter en milieu naturel. On a la fac agroforesterie qui témoignera avec Sylvie sur tout ce qui est agroforesterie, haies champêtres, et puis Plantécité aussi présent dans la salle, qui est le centre de la nature en ville et des paysages, et qui travaillait aussi sur cette question avec ses adhérents. La marque aujourd'hui appartient à l'Office français de la biodiversité qui du coup est présent aussi sur le salon avec plusieurs stands. Vous pouvez venir nous rencontrer. Alors cette marque, elle a pour objectif d'encadrer la production de plantes sauvages et locales. Quand on parle de plantes sauvages et locales, de plantes indigènes, cette marque a créé un référentiel technique qui va fixer des règles sur la collecte en milieu naturel pour ne pas abîmer la ressource, notamment ne pas récolter toutes les graines, par exemple sur une population d'arbres et d'arbustes ou d'herbacées, qu'on a limité à 25%, récolter sur un certain nombre d'individus qui permet d'avoir cette diversité génétique. On n'est pas sur des volets de sélection, sélection par rapport à la forme, sélection par rapport à tel ou tel critère. L'idée, c'est bien, dans la biodiversité, d'avoir les petits, les gros, toutes les capacités d'adaptation des espèces régionales. Donc on va récolter au minimum sur 30 arbres, au minimum sur 50 plantes herbacées pour avoir ce qu'on appelle la diversité génétique, donc la récolte des graines. Ensuite, la production doit se faire aussi, que ce soit pour des plantes herbacées ou pour des arbres et des arbustes, elle doit se faire en respectant un cahier des charges, il ne doit pas y avoir de tri aussi. Et puis ensuite, toute une traçabilité. Le mot-clé, c'est la traçabilité qui va permettre, quand on voit le logo et une région d'origine, de savoir que cette plante a été récoltée dans la région. Et lors des audits réguliers, les producteurs, les collecteurs sont contrôlés jusqu'au point GPS du site de collecte pour vérifier que ce site soit bien un site qui n'ait pas été planté avant 1970, qui respecte les caractéristiques de la marque. Alors, qui produit des semences et des plants, c'est une marque qui est en pleine croissance. Aujourd'hui, on est à 70 bénéficiaires, mais lundi prochain, on a le comité de gestion de la marque et on va être bientôt passé les 100 bénéficiaires. Donc derrière bénéficiaires, on parle de collecteurs de graines de ligneux, on parle de
pépinières. Là, plusieurs pépinières sont présentes sur le salon, pépinières d'arbres et d'arbustes. On parle de semenciers aussi, semenciers de mélange de fleurs sauvages pour restaurer des écosystèmes. Aussi des pépinières plus de plantes vivaces qui nous rejoignent récemment. Et là-dessus, Osmi va témoigner. Juste une petite courbe pour vous montrer, c'est une marque qui est jeune. Donc, c'est un outil de la transition écologique qui se construit face à un besoin, en effet, vis-à-vis de la restauration écologique, vis-à-vis d'une urgence pour la restauration de la biodiversité dans différents types d'usages. Les arbres et les arbustes sont un peu la locomotive parce qu'il y avait vraiment des acteurs organisés sur les territoires, mais sur les autres cultures plus spécialisées, on a aussi des acteurs qui arrivent plus récemment. Les types d'usages à retenir, en gros, on a 3 catégories d'usages qui fonctionnent vraiment différemment par rapport au végétal local. Il y a une catégorie qui est celle du génie écologique, des mesures compensatoires, où là, le projet, c'est un projet qui se doit de restaurer des écosystèmes et des habitats, où il va y avoir des bureaux d'études en écologie qui encadrent, il y a des arrêtés préfectoraux qui encadrent aussi ça se fait par exemple quand il y a un tracé d'autoroute ou une destruction d'habitat, il va y avoir une mesure compensatoire qui est mise en place. Dans ces cas-là, végétal local est vraiment l'outil qui est cité dans les marchés avec des contrats de culture pour récolter, pour produire les végétaux. On a ensuite tout ce qui touche à l'agroécologie, l'agroforesterie avec les arbres et la haie champêtre, où du coup on va recréer des corridors écologiques. Sylvie témoignera de l'importance quand on recrée des corridors écologiques, des espaces de biodiversité, des écosystèmes dans ces milieux ruraux, de travailler aussi avec des végétaux locaux, indigènes, adaptés. Pour les herbacées, on a la même question quand on veut réattirer des pollinisateurs. Et ensuite, on a cet écosystème beaucoup plus polymorphe avec plein de vocations différentes qui est le milieu urbain dans lequel on a des gradients ville-campagne, des gradients espaces naturels, on a la gestion différenciée, la conception différenciée. Et végétal local va devenir un outil sur les projets où la vocation biodiversité sera importante et majeure, notamment dans certains quartiers, écoquartiers, en contact avec des espaces naturels ou qui veulent vraiment créer des écosystèmes dans toutes leurs fonctionnalités. L'idée, c'est pas de s'opposer à toute la palette horticole qui est importante pour tout ce qui est esthétique, qui est culturel et patrimonial. C'est pas de dire pour ou contre, c'est de comprendre que l'outil végétal local est un outil quand on veut vraiment travailler sur de la restauration d'écosystèmes. Et je vais demander à Philippe de témoigner maintenant par rapport à ces usages. Je pense que le plus simple, c'est du coup de faire témoigner quelqu'un qui produit des végétaux. Donc Philippe Schroeder, vous êtes de la pépinière Osmi, vous travaillez dans le département de la Loire, donc bénéficiaire pour la région Massif Central, vous récoltez des espèces. Quels sont les types de végétaux que vous produisez et pourquoi vous êtes devenu producteur adhérent à la marque végétale locale? Les végétaux qu'on produit, c'est essentiellement des herbacées. On suit 2 axes, c'est la biodiversité, donc avec des végétal local, et aussi résilience alimentaire, plus avec des légumes vivaces, des plantes ligneuses aussi fournissant fruits et noix, etc. Donc, et depuis cette année, on a diversifié aussi et des ligneux. Depuis cette année, on a une 40aine d'espèces de ligneux, arbres, arbustes locales qu'on élève surtout. Et donc pourquoi vous êtes pourquoi vous avez fait ce choix de travailler sur des plantes sauvages locales indigènes? Alors moi je suis paysagiste concepteur à l'origine et on a toujours essayé de créer des espaces jardins naturalistes qui ont un intérêt pour l'homme mais aussi pour la biodiversité, dans l'idée aussi de la recherche des espaces résilients au vu du changement climatique. Sauf que il y a quelques années, on ne trouvait pas des plantes en France. Donc en 2014-15, on s'est mis à accueillir des graines et on a commencé à faire une petite production chez nous. Et de fil en aiguille, voilà, on a suivi la marque depuis toujours, mais depuis 2019, les conditions d'attribution à la marque ont changé et c'était devenu possible aussi pour les producteurs de plants et pas que de graines d'adhérer. Voilà. Qui sont vos clients aujourd'hui par rapport à ces végétaux? Vous travaillez avec quel type de clientèle? C'est assez diversifié, donc il y a des projets avec des communes et d'autres collectivités territoriales, des centres de formation. On travaille aussi de plus en plus avec des paysagistes et c'est une petite partie, mais on travaille aussi avec des particuliers. C'est plus à travers des projets de conception qu'on fait, donc qu'on amène des plantes. Voilà. Donc c'est assez diversifié, mais je constate les 2-3 dernières années, il y a plus de demandes aussi de la part de la main publique.
Vous avez apporté quelques photos pour montrer à quoi peut ressembler les réalisations. Vous pouvez peut-être les commenter. Là, c'est 2 parterres dans l'espace public. Celle du haut, c'est devant une sous-préfecture, donc dans un espace plutôt représentatif, pour montrer que voilà, c'est pas que quelque chose que dans l'esprit des friches ou des espaces naturels, mais on peut créer des parterres aussi représentatifs avec ces plantes. Alors des fois, on mélange aussi avec les plantes horticoles. L'intérêt que je vois là-dedans aussi, c'est déjà, on arrive à réduire le temps d'entretien, la quantité d'eau pour l'arrosage, mais aussi beaucoup un aspect de sensibilisation derrière ça. Si vous sortez les plantes un peu de leur amas, du fossé, et vous l'anoblissez dans les parterres, les gens les voient d'un autre œil. Et il y a un lien qui se crée, qui amène aussi à une autre réflexion derrière. Moi, c'est cette voie qu'on porte aussi, donc de sensibiliser. Finalement, dans cette époque où on a réduit les pesticides, le fait de revaloriser cette flore spontanée permet de se reconnecter avec ces espèces sauvages finalement, quoi. Vous avez proposé un autre projet, là, c'est quel contexte ici Là, c'est un patio d'une maison de santé rurale, donc c'est une centaine de mètres carrés, c'est les professionnels de santé qui ont participé à la conception. Donc on a mélangé plantes médicinales et flore locale. Là, ça fait 5 ans qu'on suit le projet et on a beaucoup visé sur la réduction de temps d'entretien. Là, on est sur 4 heures annuelles. On fait 2 séances, donc une le printemps, une à l'automne. Les professionnels, ils l'arrosent un peu, donc ils sont un peu dans leur jardin, mais on fait 2 séances ensemble et sinon ils s'en occupent pas. Donc 2 fois par an, j'y vais et on fait 2 heures ensemble. J'amène quelques plantes si nécessaire. Donc on voit que on n'a pas amendé. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. On peut jouer sur les avantages de ces plantes sauvages qui n'ont pas besoin d'un sol trop fertile si on choisit les bons. Et qui peuvent être très concurrentiels. Donc on arrive à avoir des espaces qui nécessitent moins d'entretien. Si on prend en compte un peu les paramètres, si on n'amende pas trop, si on fait une préparation en amont, mais derrière les résultats sont là, économiquement aussi. Voilà. Alors là c'est un exemple qui vient d'Allemagne. J'aime bien le montrer. C'est une cour d'école qui était tout enrobée avant, une école primaire. Et c'est un projet co-construit qu'on réalisait avec les élèves, les parents d'élèves, les profs, avec la flore locale. Donc là, c'est vraiment beaucoup parti par plantation et semis. Il y a une flore spontanée et les enfants, ils circulent où ils veulent, sur les buttes. Certaines plantes, il y a des chemins de désir qui se créent, d'autres plantes résistent bien au piétinement. Ce qui est important dans cette notion, c'est l'intégration de la dynamique naturelle. Voilà. Là, il y a les plantes se baladent, il y a une évolution dans l'image année après année, il y a des plantes qui arrivent, d'autres qui disparaissent. Et c'est là où on peut faire beaucoup d'économies aussi dans l'effort qu'on met, d'accepter qu'il y a un peu une vie propre à ces espaces-là, qu'on accompagne, qu'on essaye de gérer, qu'il n'y a pas trop d'adventistes qui prennent le dessus, mais en acceptant que ça ne reste pas l'image qu'on a donnée, qu'on a plantée, et on accompagne, on reste là. Et voilà. C'est ce que vous appelez les jardins des naturalistes, un peu, quoi. L'idée, c'est observer aussi la nature dans son espace public, dans le jardin, avec ses fleurs sauvages, quoi. Entre autres, ouais. Quelles sont vos difficultés, quand même, j'imagine, se lancer sur ces itinéraires techniques, ces plantes sauvages et la collecte en milieu naturel. Je ne sais pas quelles sont vos difficultés, si certains veulent se lancer. Alors, difficulté, c'est que la filière n'est pas structurée, donc là, ça commence, mais depuis des années, on part à la recherche des stations de cueillette. Après, on retourne pour cueillir. Donc, c'est très chronophage. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est du temps qu'on ne peut pas mettre sur le prix de vente derrière. Donc, ça nous demande un effort. Et en même temps, c'est aussi une richesse parce que ça nous permet d'observer les plantes dans leur milieu naturel, dans les associations. On travaille la graine, on la nettoie. On sème la plante, on voit comment elle lève, et après on le replante derrière dans un milieu plutôt jardin où le comportement n'est pas tout à fait pareil. Donc ça nous a permis aussi d'apprendre énormément et on n'a pas fini. Et donc l'autre problématique qu'on a, c'est que
on ne produit pas beaucoup en stock pour l'instant parce que la demande elle n'est pas constante. Pour pouvoir répondre à des commandes plus conséquentes, il nous faut un délai un peu de production parce que voilà, c'est jeune. On n'est pas dans ce rythme de croisière là où on a des stocks et on sait qu'on va écouler tant de plantes par an de ces espèces-là. Donc c'est un peu au fil tendu. Certaines espèces, il faut d'abord qu'on cueille et donc ce temps de production-là, il est difficile à intégrer dans les projets et dans la réalisation derrière. Donc c'est un peu ça. Je pense que ça va se ressoudre avec les prochaines années, mais on est à ce point-là aujourd'hui. Donc on a vu ici plutôt la vocation aménagement paysager, à vocation écologique, avec le témoignage d'un producteur. On a invité aussi Sylvie Monnier, qui travaille donc, qui est représentante de la fac agroforesterie et qui travaille pour Mission Haies Auvergne-Rhône-Alpes. Racontez-nous un peu votre métier, votre activité, comment vous êtes impliqué dans le végétal local en agroforesterie. Alors, au quotidien, on travaille avec les agriculteurs pour replanter des haies, des arbres au sein des parcelles agricoles. Et donc, nos interlocuteurs et nos clients finaux, ce sont des agriculteurs qui souhaitent que les arbres poussent vite, assez bien. Souvent, ils plantent pour protéger le bétail, les cultures. Donc, on attend un résultat, en fait, de ces plantations. Plantations qui sont anciennes en France, parce que dès les années 1980, on plante des haies. Et à l'époque, on mettait un peu de tout, de l'ornemental, du tout venant. Et puis petit à petit, on vit avec ces haies qui poussent. Donc nous, on est déjà la deuxième génération et la nouvelle génération arrive. Donc 40 ans de plantation, ça nous donne des idées. Et puis on se rend compte que nos haies vieillissent pas si bien que ça, qu'on a parfois des essences qu'on pensait super au début, qui finissent par mourir au bout de 25 ans. Et puis on observe un certain nombre de choses. Alors éventuellement, voilà, ça c'est le prunellier noir. Alors, tout le monde le connaît. C'est une essence hyper classique de tous les bocages de France. Et le prunellier noir, quand on le plante, en tout cas sur mes zones plutôt massif central un peu difficile, eh bien, il se fait manger par une chenille tous les printemps. Alors les locaux se font manger tous les printemps, puis repoussent gaillardement ensuite au mois de juin. Et puis ceux qu'on plantait à côté, ils se faisaient beaucoup plus manger. Et puis au bout de 4-5 ans, ils en mouraient. Donc on s'est dit, ce qu'on plante, c'est pas tout à fait la même génétique que ce qu'on a localement. Et si on veut que nos haies soient belles, résilientes et adaptées au changement climatique qui arrive en plus, il fallait se poser vraiment cette question de la génétique et de l'épigénétique, donc les génétiques vraiment, vraiment locales. Du coup, quand il y a eu les premiers travaux sur cette marque végétale locale, on s'est intéressé parce qu'entre-temps, on avait demandé à nos pépiniéristes d'où viennent la graine. Alors, ils nous disaient à qui les avait achetées. Et quand on remontait auprès des grainetiers, on se rendait compte que finalement les origines étaient diverses et parfois souvent même d'Europe de l'Est. Donc on plantait bien des noisetiers, mais des noisetiers dont on ne maîtrisait pas la génétique. Donc du coup on s'est mis dans la marque végétale locale avec le souci de faire comme les forestiers font pour les forêts, avoir tout un panel de végétaux bien adaptés à nos territoires. Du coup, ça commence par la récolte, pour le retour à la graine sauvage et locale. Qu'est-ce que c'est en fait cette activité ? Alors en fait, c'est deux métiers qu'on a dû revoir. Le métier de récolteur de graines, là pour le coup, c'était une grande découverte. On est parti avec nos seaux dans la nature. Déjà, il a fallu trouver les sites, comme dit Philippe. Et puis ensuite, il a fallu trouver les techniques de récolte pour être économiquement rentable. Et puis pour avoir une diversité génétique. On a accompagné la création de la marque pour vérifier que les critères de la marque ne soient pas trop exigeants et qu'économiquement et techniquement, ce soit faisable sur le terrain. Donc en parallèle de la création de la marque, on testait en parallèle des récoltes. Et puis aujourd'hui, voilà, ça c'est un métier. Ça demande de l'observation, ça prend du temps, mais une fois que sur un territoire on maîtrise avec un certain nombre d'observateurs plusieurs sites de récolte, c'est pas une difficulté majeure. Du coup, vous avez accompagné la création de pépinières, Ça a démarré il y a 10 ans à peu près cette histoire-là, avec un appel à projet du ministère de l'écologie, en tout cas en Auvergne. Maintenant, vous en êtes où en Auvergne, Rhône-Alpes, par rapport à la filière ? Alors on a travaillé avec plusieurs professionnels que je remercie, des pépiniéristes qui ont démarré. Parce que remettre en stratification des aubépines, c'est pas si simple que ça. Et les vieux manuels, on a dû retrouver des manuels des années 50 pour essayer de trouver un peu la technique qu'on avait plus ou moins perdue quand même, ou en tout cas savoir-faire qui était devenu très limité au sein des professionnels. Donc il a fallu repartir à tester, expérimenter. On a beaucoup de lycées agricoles qui s'amusent à tester les stratifications des graines récalcitrantes, on les appelle comme ça, celles qui mettent 3 ans à germer. On n'a toujours pas trouvé de secret pour les faire germer en 1 an. Mais aujourd'hui, ça y est, la filière évolue.
Les acteurs agroforestiers, un planteur de haies, pour nous, c'est une évidence. Hein. Aujourd'hui, on a eu des années très compliquées. Hein. Donc, on a des plans depuis 2014. Entre-temps, on a eu 2018, 2019 et 2020. C'est un choc hein, pour nous. Hein. Des années très compliquées, sans eau, où on a des plantations de haies qui sont en énorme souffrance, pas d'eau pour les arroser non plus. Et finalement, on était déjà sur du végétal local. Donc, du coup, on était vraiment très contents. Et derrière la graine, on s'est aussi posé la question avec les pépiniéristes des techniques de pépinière. Comment éduquer le jeune arbre pour qu'il soit le plus compétitif possible dans des conditions difficiles ensuite. Donc notamment on a testé du sans eau, pas d'engrais, des éducations à la dure avec des espacements plus ou moins larges, même pour du jeune plant. Là c'est un exemple de deux types de techniques de pépinière. Il y en a une où on sème sous serre froide au printemps et puis ensuite dès que ça fait 10 cm, donc on est au mois de mai, tout le monde dehors, espacement de 15 cm par 15 cm, plein vent, plein soleil. Et là, on a des jeunes plants qui sont beaucoup plus bourrus, avec un système racinaire beaucoup plus dense que si je semais en plein des bandes de semis. Du coup, je n'ai pas le même produit au bout d'un an. Et derrière, en termes de reprise, celui de gauche, typiquement, il est bien plus compétitif. En tout cas, il a été bien plus compétitif sur les années de sécheresse. Donc pour nous, c'est au-delà de la graine, de toute cette génétique, c'est de l'observation aussi. Hein. Comme dit Philippe, hein, on progresse énormément sur nos cortèges d'espèces. On n'est pas en train de regarder qu'une flore forestière, ce qui est adapté à l'endroit où on va planter qu'un agriculteur. On a observé avant, on a récolté. Du coup, on progresse sur qu'est-ce qu'on peut mettre. On a vu qui étaient les champions du sec les années de canicule, qui résistent bien au froid. Donc ça nous permet d'être plus compétitifs sur nos projets. Et ensuite, on a des artisans, nos artisans pépiniéristes qui sont avec nous. Et c'est plus juste un catalogue. C'est une personne avec qui on interagit sans arrêt et on est dans l'innovation de tester les années difficiles, tester des techniques différentes. Le prix, c'est pas forcément un problème si derrière on a des meilleurs taux de réussite. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une belle aventure et une aventure technique qui n'est pas finie, hein, parce qu'on est encore sur un certain nombre d'espèces qui nous cassent les pieds. Mais globalement, c'est quelque chose qui marche bien et aucune difficulté pour un agriculteur de payer 50 centimes de plus un plan à 1 euro si derrière c'est plus adapté à chez lui et que c'est un investissement qui est du coup bien plus résilient. Le monde agricole y est très sensible. Il y a des dispositifs de soutien, il y a des leviers un petit peu aussi de la part des différents acteurs publics. Il y a le plan de relance, on a entendu parler l'an dernier. Donc quels sont un peu les dispositifs qui accompagnent ces plantations de haies et des chiffres un peu sur les kilomètres de haies que vous faites, je ne sais pas. Alors, on est en plein boom. Hein. La haie, il y a 10 ans en arrière, on était quelques rares à planter des haies avec les agriculteurs. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet national. Il s'est même invité à l'Assemblée nationale. On s'est invité dans le plan de relance de l'État français avec une mesure plantons des haies. Pour nous, c'est totalement inédit, très nouveau et très enthousiasmant. Les agences de l'eau se saisissent du sujet, les conseils régionaux se saisissent du sujet, tant sur l'aspect agricole que sur l'aspect restauration des milieux. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de financements. Souvent des financements intéressants parce qu'on c'est des programmations sur plusieurs années. Donc ça nous permet aujourd'hui de commencer à poser des chiffres et de pouvoir proposer en face des professionnels qui se lancent, on y va pas, des chiffres pour ensuite pouvoir vraiment économiquement s'en sortir. L'exemple du plan de relance est assez amusant hein, parce que le plan de relance, donc, c'est il y a 1 an, on nous a annoncé qu'il y aurait une mesure plantons des haies et la mise en œuvre opérationnelle, elle s'est faite après la récolte de graines de l'automne dernier. Donc pour avoir des plans prêts à l'automne 2021, c'était trop tard pour aller chercher de la récolte de graines additionnelles. Donc on a fait comme on a pu cette année. Mais c'est 200 km par exemple pour Auvergne-Rhône-Alpes, donc 200 000 plans, à trouver comme ça en 3 ans, en plus de tous nos travaux à nous qui existent déjà. Plus on a des marathons de la biodiversité, ça c'est l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui finance 42 km, donc 42 000 plans sur 4 ans sur des territoires de communautés de communes, plus d'autres programmes. Et du coup aujourd'hui il faut vraiment qu'on arrive à poser les chiffres et accompagner la filière émergente, sinon les pépiniéristes naviguent à vue et nous acteurs on navigue à vue. Hein. Donc du coup voilà, il y a un enthousiasme fort. Ce qui est sûr c'est que la relocalisation d'activités, le renforcement de pépiniéristes aussi bien nationaux que régionaux, ça a vraiment du sens aujourd'hui et globalement nous acteurs on est plutôt très contents, on n'a pas du tout envie de faire un retour en arrière. La filière donc s'organise. Avant de prendre vos questions, donc petite diapo pour vous donner le nom du site internet végétal local dans lequel, quelle que soit la région dans laquelle vous êtes, alors on parle de région biogéographique, vous arriverez à vous repérer sur les cartes qu'on propose ou on pourra vous renseigner. Dans chaque région, en fait, il y a des correspondants aussi qui travaillent à la fac agroforesterie, qui sont des planteurs de haies et qui, dans le cadre d'une convention avec l'Office français de la biodiversité, ont du temps pour accompagner ce volet agroforesterie. Dans les conservatoires botaniques nationaux aussi, on a des acteurs. Donc maintenant, cet outil qui a 6 ans, on sait que c'est vraiment à l'échelle régionale maintenant que les choses se passent. L'outil est en place.
Il est bien en place. Maintenant, c'est une marque de l'Office français de la biodiversité. Et c'est la rencontre entre les acteurs, l'anticipation, les différents outils d'anticipation qu'on vous met en ligne. On a une lettre d'info qui peut vous permettre aussi de vous informer là-dessus. Ah, on a 2 questions ici. Vous pouvez vous présenter votre activité pour qu'on... Alors bonjour, Aurélien Guéquière, je suis étudiant à l'ITIAP. Moi j'avais une question plutôt pour le producteur. Vous parliez tout à l'heure d'Adventis dans l'école en Allemagne. À partir de quel moment vous considérez qu'une plante devient une Adventis, étant donné que vous semez local ? Alors il y a quand même quelques plantes qui sont un peu trop compétitifs. Donc si vous laissez faire, ils vont prendre le dessus au détriment de la diversité qu'on cherche quand même. Il y a quand même une exigence pour esthétique, hein, de ne pas finir avec une friche qu'on ne suit plus. Donc c'est là où il faut contrôler certaines plantes dès qu'ils germent pour qu'ils ne grainent pas, pour qu'ils ne s'étalent pas trop. Voilà. Et après, vous avez toujours, donc Adventis, la définition que vous voulez donner, mais vous avez, si vous prenez la terre végétale, vous avez la banque de graines dedans, donc il va germer, c'est des graines très compétitifs. Donc d'où l'intérêt de bien préparer le sol, d'éliminer avec des faux semis un maximum de ces plantes-là, pour laisser le temps aux vivaces de germer. Et vous avez le vent, vous avez les animaux qui amènent quand même ces plantes-là qu'il faut accompagner et agir dès la petite plantule. C'est là où sur l'entretien c'est un peu plus complexe. Et, si on veut limiter l'entretien, c'est d'agir dès que c'est les plantules qui germent avant qu'ils regrainent et grandissent, quoi. Voilà. Bonjour, Jonathan Michaud, je suis jardinier pour la ville d'Aix-les-Bains. Je voulais savoir, les sites de production en Rhône-Alpes, ils sont où exactement ? Alors en Rhône-Alpes, du coup, si je reviens sur la diapo de l'offre, là, aujourd'hui, vous voyez, vous avez différents points. La région Rhône-Alpes, du coup, pour nous, se divise en 4 régions biogéographiques, puisqu'on a aussi une partie en zone méditerranéenne, donc une partie en massif central, quand on est du coup à l'ouest du Rhône, une partie dans les Alpes, bien sûr, en altitude. Ça, c'est les aires biogéographiques. Et puis au nord, on a aussi dans l'Ain le bassin Rhône-Saône-Jura. Des pépiniéristes, vous trouverez leur liste. Vous avez des points ici sur la carte. Vous êtes à... pardon ? Nous, c'est la Savoie. Sur la Savoie. Alors sur la Savoie, ça se développe d'autant plus que cette filière aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui sur cette carte et le nombre de pépiniéristes, ça change. C'est une croissance à peu près de 20% par an dans le nombre de pépiniéristes. L'année dernière, l'Auvergne-Rhône-Alpes a organisé beaucoup de formations, beaucoup de journées techniques à destination des pépinières. Donc là, en Auvergne-Rhône-Alpes, ça va doubler à peu près le nombre de bénéficiaires dans l'année. Donc ils sont où près de chez vous, moi je suis pas animateur sur Auvergne-Rhône-Alpes, près de Aix-les-Bains. On a la pépinière Millet. Pépinière Millet, ouais, très récemment, la pépinière Millet. Sur du ligneux. Oui. Et après, sur de l'herbacée, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, il y en a d'autres aussi. Et ce qui est intéressant dans votre question, c'est que si vous avez des besoins, de nouveau, c'est revoir le producteur comme un artisan à votre service et pas juste comme un catalogue où on va faire ses courses. Donc si vous avez des besoins spécifiques dans des plantes spécifiques, c'est anticiper un petit peu, échanger et avoir la possibilité d'avoir la production à court terme. Sur les ligneux, par exemple, on a les plants en 1 an, on récolte à l'automne, et 1 an plus tard, on a du très jeune plant qui est disponible. Donc c'est très rapide. Sur de l'herbacée, ça peut être plus compliqué. Donc voilà, c'est aller discuter avec eux et envisager un certain nombre d'espèces à construire pour vous dans le temps. Après, c'est ce qu'on appelle, en fait, on a fait un guide qu'on va remettre à jour qui s'appelle « Comment intégrer ces questions de végétal local dans les appels d'offres ». C'est avec Plantécité qu'on a rédigé ça, c'est un guide d'aide à la prescription, puisque cette marque, au niveau du Code des marchés publics, peut être considérée comme un label, elle respecte tous les critères d'un label, elle n'est pas discriminatoire. En fait, on peut venir d'une autre région, on peut d'ailleurs être une entreprise suisse et puis produire du végétal local en respectant le cahier des charges, donc ce n'est pas de la discrimination communautaire. Donc on peut citer les caractéristiques de végétal local dans un marché public. Ce qui est important,
Alors il ne faut pas le citer sans avoir vérifié que les végétaux soient disponibles, c'est ce qu'on appelle le sourcing. Le sourcing, c'est la rencontre des producteurs, c'est aussi pour ça que vous êtes là sur le salon, hein, c'est pour faire du sourcing, vous êtes là aussi pour nous rencontrer. L'étape suivante, ça peut être aussi de rappeler les correspondants dans les régions par rapport aux projets plus particuliers. La filière qui est jeune, elle s'organise. En ce moment, le message aussi, c'est que dans une phase de construction d'un outil de la transition écologique, c'est comment chacun peut faire sa part aussi. Si je prends l'exemple de Bordeaux Métropole, par exemple, on a 2 personnes de Bordeaux Métropole ici présents, bien sur 3-4 ans, ils ont montré un marché qui s'appelle un marché d'achat innovation, achat innovant en fait. C'est un programme de recherche-développement avec un semencier en se disant, on va faire des allers-retours chaque année, on va sélectionner quelqu'un qui va nous accompagner sur notre palette végétale et on va finalement contribuer à cette innovation en travaillant en partenariat finalement avec ce fournisseur. Récemment, Nantes Métropole a fait un contrat de culture sur 7 ans parce qu'il y a un quartier, une ZAC, dans lequel ils veulent des baliveaux. Végétal local, on parle de la graine, donc forcément les baliveaux, on n'en a vraiment pas beaucoup, on est en croissance. Et puis il y avait déjà d'autres outils pour les arbres forestiers, les arbres d'alignement, c'est pas notre cible prioritaire non plus, mais sur ce quartier-là, bordure de Loire, zone Natura 2000, dans cette extension de l'île de Nantes, le choix d'avoir des végétaux indigènes, locaux, adaptés à ce structure-là, eh bien, ces contrats de culture, c'est un message qu'on a envie de mettre en place. On parle même d'intégrer la collecte au contrat de culture, parce qu'il faut partir de la graine. Si on fait un contrat de culture sans... Alors c'est sûr qu'au début, ça demande plus de temps, plus d'engagement. C'est aussi une manière de se réapproprier cette partie, cette question sur le vivant, de se dire le vivant, c'est pas quelque chose sur catalogue. J'échange avec pépiniériste qui va me donner des conseils aussi, parce que la valeur d'expertise du semencier, du pépiniériste, du producteur de vivaces, elle est importante dans tous les cas, hein, qu'il s'agisse d'un projet ornemental ou d'un projet biodiversité, mais c'est aussi ça, construire une filière commune pour nous. Et après, il y a des dispositifs de formation qui se mettent en place de plus en plus, en partenariat avec l'OFB. D'ailleurs, l'OFB aussi est partenaire et propose aussi des outils par rapport à ces questions de génie écologique. Là, on parle de restauration écologique, beaucoup. En effet, cet enjeu-là, comme j'ai dit, la décennie de la restauration écologique, c'est une responsabilité dans plein de territoires, dans vos métiers. Pour les futurs paysagistes, les futurs gestionnaires du vivant, vous aurez à travailler sur ces questions. Eh bien, il y a un centre de ressources qui a été créé pour développer les compétences, accompagner les métiers. Ce centre de ressources, il propose des journées d'échange thématiques. Cette année, il y a eu une journée en Normandie très importante avec la fac agroforesterie et l'OFB, parce que l'enjeu, c'est de préserver les haies avant de les restaurer. Le gros enjeu, c'est la préservation, évidemment, du bocage. Des retours d'expérience, un annuaire d'entreprise aussi qu'on vous invite à visiter, donc un outil complémentaire. On a notre collègue Delphine Young aussi qui est présente ici, qui pourra répondre à vos questions sur tout ce qui touche à l'OFB et aux émissions de centre technique. Vous avez une question ? Oui. Alors, j'avais une question plutôt pour le paysagiste concepteur, donc je n'ai pas retenu le nom, mais dans la mise en œuvre, en fait, est-ce que vous utilisez plutôt du godet, semis? Est-ce qu'il y a des techniques de paillage ou vous laissez le sol nu pour justement... C'est toujours un peu le début qui est difficile en règle générale. Ouais, alors ça dépend un peu de la taille du projet. Le résultat est plus rapide avec des godets. Après, le budget n'est pas le même aussi, si on plante ou si on sème. Donc après, j'aime bien aussi mélanger plantation et semis avec une densité plus faible de 2-3 plants par mètre carré. Ça donne déjà une image tout de suite et le reste va être complété avec la levée des graines. Donc si on sème, on ne peut pas pailler. Donc là, on est sur sol nu, sinon les graines ne vont pas germer. Et c'est là où la préparation est importante. Donc si vous êtes sur un sol existant, avec les faux semis, c'est très très important de ne pas amender, de pas trop amender. Sur les créations d'espace où de toute façon on doit apporter le substrat, moi j'expérimente et je travaille de plus en plus avec des mélanges qui n'ont pas d'adventice déjà dedans. Donc avec un mélange de terre d'horizon POC, avec des graviers, avec du sable, etc. Un peu enrichi avec du compost vert, mais très faiblement. Et c'est là où l'avantage des plantes locales joue vraiment. Ils n'ont pas besoin d'un sol riche. Sauf, voilà. Donc, et là, il reste bien compact, il pousse bien. Et vous partez sur un sol
propre, entre guillemets. Et donc, si vous suivez un peu les adventistes qui arrivent, l'entretien reste faible. Voilà. Aujourd'hui, pour les entreprises du paysage, il nous semble important de dire que cette question de la restauration écologique, la gestion de la biodiversité, vous êtes engagés dans ces projets-là. Les entreprises du paysage, il y en a plusieurs là qui se sont engagées déjà dans ces questions d'engagement pour la biodiversité. Et pour affiner votre expertise, pour mieux connaître, se rapprocher aussi de la marque végétale locale, c'est important, puisque toute la chaîne de valeur aujourd'hui, donner du sens aussi à cette question de la restauration de la biodiversité, c'est vous qui êtes en contact ensuite avec les clients, et on sait que du coup savoir parler aussi de ces innovations au service de la biodiversité, ça nous paraît important. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est la prescription, les maîtrises d'œuvre, les concepteurs écologues, les concepteurs paysagistes qui vont designer les projets de quartier, les projets de mesures compensatoires quand on est sur des mesures des mesures compensatoires écologiques d'ampleur. Et ensuite, il y a vous, les entreprises, qui du coup répondez aussi à la demande de la maîtrise d'ouvrage, à la demande de la maîtrise d'œuvre. Et c'est vrai que parfois, c'est pas simple. On sait qu'on a eu des retours aussi au début de l'existence de la marque où ça change les habitudes. Et c'est sûr qu'une des questions qui se passe par rapport aux enjeux écologiques, c'est comment trouver du sens au changement de ses habitudes, en fait. Comment à un moment je vais devoir prendre plus de temps que de prendre sur mon catalogue habituel parce que du coup ça a du sens pour mon client qui du coup dans cet espace veut vraiment travailler sur la biodiversité. En Allemagne, là je cite parfois une campagne de sensibilisation à l'équivalent de végétal local en Allemagne qui dit chaque mètre carré compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ces questions de désartificialisation des villes, dans ces questions de revégétalisation des espaces périurbains qui sont souvent au contact aussi de milieux naturels, potentiellement, en tout cas vis-à-vis de la biodiversité, chaque mètre carré compte et du coup, végétal local peut être un outil aussi pour ça, pour vos clients qui aujourd'hui souhaitent vraiment du coup chercher du sens aussi par rapport à l'espace privé qu'ils ont, avoir un sens par rapport à la responsabilité planétaire, d'avoir un petit oasis comme ça à jardiner, et bien du coup vous pouvez aussi trouver des éléments. Après, c'est bien sûr la gestion, c'est tout votre savoir-faire sur la gestion différenciée, sur la pédagogie. C'est pas toujours simple, il y a un décalage entre nature et culture. On vient d'une culture du propre, du soigné, du très entretenu. Ça vient perturber un petit peu les pensées, les modèles de pensée. Après, voilà, je pense que les arguments aujourd'hui sont partagés. On vous propose une solution fondée sur la nature, à chacun de s'en saisir aussi sur les projets appropriés. Sylvie, avec ton expérience un petit peu des développements de filières par rapport aux planteurs, aux entreprises du paysage, quel message tu ferais passer un petit peu aussi à ces acteurs aujourd'hui présents au salon ? On nous demande de plus en plus de faire des corridors écologiques en ville et de connecter ça à la nature environnante. Et c'est vrai que le végétal local, il est pratique, il est simple, on trouve des espaces qui sont dédiés. Que je fasse une haie brise-vent pour protéger des cultures ou pour protéger un parking ou un aire de supermarché, c'est un peu la même chose. Donc on peut facilement remettre du sauvage dans la ville avec des corridors spécifiques. C'est sûr que le cortège végétal va vraiment apprécier. Et puis, de plus en plus, nous, les paysagistes, nous demandent des plans plus gros pour justement aller vers le jardin du particulier et l'arbre plus gros de ville. Avec un exemple, les tilleuls, où quand on achète un tilleul, on n'est pas toujours sûr que ça réussisse bien. Et quand un maire, un élu, implante un bel alignement de tilleul, il a aussi envie que ça se projette dans le temps et que ça passe le siècle. Donc une génétique locale, une technique de pépinière, c'est de nouveau resensibiliser tout le monde là-dessus. On a des paysagistes qui commencent à nous dire mais pourquoi vous n'avez pas mis du chèvrefeuille ? Nous, le chèvrefeuille, j'en plante pas dans les haies avec les agriculteurs. Mais effectivement, dans un jardin potager, ça a sa place. Beaucoup de communes qui vont déjà dans la nature récupérer des personnages, des pâquerettes, et là, on peut les avoir chez un producteur. Donc, c'est des approches assez intéressantes. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'en ville, on a une nouvelle responsabilité. 80% des habitants vivent en ville. Et finalement, la connexion à la nature, moi, je me rends compte qu'elle est assez éloignée. Et finalement, permettre à des enfants de voir du sauvage que nous, dans la nature et dans la ruralité, on voit au quotidien, c'est aussi une nouvelle responsabilité. Voir des pâquerettes, ramasser des pâquerettes, c'est des choses bêtes, mais c'est des choses importantes. Et il y a à reconnecter. C'est du coup une gamme complémentaire à l'ornemental, à l'esthétisme, au patrimoine, comme tu disais tout à l'heure, mais qui est du coup une gamme à faire connaître aussi à la jeunesse. Et donc il y a une vraie responsabilité de leur trouver une place, y compris en ville. En tout cas, il y a une demande forte de la part des élus et des particuliers. C'était un podcast du Salon Paysalia.
Retrouvez l'actualité du salon sur nos réseaux et sur www.paysalia.com.